Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui notre retour d'expérience concernant notre campagne interrégionale sur la fabrication additive métallique. Celle-ci a été menée par les unités techniques de nos 3 CARSAT, à savoir le laboratoire de chimie de Bordeaux et les 2 centres de mesure physique de Toulouse et de Limoges. Nous avons investigué différents secteurs d'activité pour cette campagne interrégionale, mais aujourd'hui, nous vous présenterons des exemples qui sont issus de la fabrication de prothèses dentaires et de la fabrication de pièces pour l'aéronautique. Nous avons d'autre part souhaité vous mentionner que les solutions de prévention que nous allons vous proposer ne constituent pas une liste exhaustive, mais sont plutôt des préconisations, des pistes d'amélioration, et que celles-ci pourront être complétées, bien évidemment, suite aux évolutions de la technologie. Et enfin, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les phases les plus exposantes de la fabrication additive métallique, à savoir la phase de pré-production et la finition. Au niveau des moyens de mesure que nous avons utilisés des instruments portables de terrain pour des mesures en temps réel, à savoir le DustTrack DRX et le disque mini. Et nous avons également réalisé des prélèvements surfaciques, que ce soit sur les mains des opérateurs, à différentes périodes de l'activité de ceux-ci et sur différentes surfaces présentes dans les ateliers. Ces moyens de mesure nous ont permis de mettre en évidence des pics d'exposition de courte durée, mais également de mettre en évidence des contaminations par pollution. Ce qu'il faut savoir sur ces moyens de mesure, c'est que les valeurs limites d'exposition professionnelle ne sont pas applicables et que pour exploiter les résultats que nous avons obtenus, nous avons appliqué une technique de comparaison des résultats par rapport à des valeurs de référence. Dans le cas des instruments portables de terrain, la détection en temps réel, nous avons comparé nos résultats au bruit de fond. Et dans le cas des prélèvements surfaciques, nous avons soit comparé, quand il s'agissait des mains des opérateurs, des prélèvements réalisés à temps zéro avant la prise de poste, soit quand il s'agissait de surface, nous avons comparé les résultats à des surfaces dites de référence. Alors, on va décidément... Voilà. Alors, commençons par la phase de pré-production avec l'équipement et des opérateurs. Alors, pour cette phase d'habillage et de déshabillage, nous avons pu observer différents types de configurations qui étaient bien sûr dépendants du type d'établissement que nous avons visité. Une de nos observations, ça a été de dire que nous avons plutôt, quand nous regardons la diapositive de gauche, nous allons proscrire l'équipement et le déséquipement en EPI des opérateurs au sein même d'un atelier de fabrication, mais nous allons plutôt préconiser un sas vestiaire qui donne accès à la salle de fabrication additive. Ce sas vestiaire on pourra retrouver sur la porte d'entrée l'identification du personnel qui est habilité dans l'entrée de la zone de fabrication additive. On pourra également retrouver l'outil 44 de signalisation de la présence de nanoparticules au sein de la fabrication additive. On retrouvera des armoires de rangement dans lesquelles on pourra ranger les équipements de protection individuelle et des tapis adhésifs anti-contamination qui permettront d'éviter de disséminer les particules métalliques au sein des locaux propres des entreprises. Et autant que faire possible, on ajoutera un point d'eau qui permettra aux opérateurs de se laver les mains après la prise de poste. Enfin, à la fin de poste plutôt. Concernant le tamisage, là encore, différents types de configurations ont pu être observés. Sur la photo de gauche, on observe donc un tamisage qui a été réalisé sur un plan de travail avec une tamiseuse de type laboratoire où une extraction sommaire est positionnée, puisqu'en fait il s'agit d'un aspirateur qui est posé à proximité du tamis. On voit que les particules microniques qui sont émises lors de ce procédé sont 50 fois supérieures au bruit de fond.
Et on va préconiser dans ce cadre l'amélioration du poste de travail en mettant en place une extraction de type dosseret aspirant avec des ouïes latérales et un système d'extraction performant, ce qui nous permettra en fait de réduire sensiblement le nombre de particules microniques qui sont émises, puisque on arrive à un nombre de particules microniques multiplié par 3 par rapport au bruit de fond. On pourra également utiliser pour le tamisage des systèmes qui permettent d'éviter le contact direct avec les poudres, soit par l'intermédiaire d'enceintes closes avec un système de boîte à gants, soit l'utilisation d'unités de tamisage telles qu'on peut les voir sur la photo de droite. À noter, lors de l'utilisation des boîtes à gants, que l'on pourra avoir des postures contraignantes pour les opérateurs et un point de vigilance sera à considérer concernant l'ergonomie. Pour l'alimentation de la machine, de même, on va éviter le contact direct avec les poudres. Donc on va éviter d'alimenter la machine directement avec une pelle. On va plutôt s'orienter de nouveau vers une alimentation sans contact, à savoir par le biais d'une boîte à gants ou par l'alimentation de la machine qui va s'opérer en 2 temps par le biais de bidons métalliques. Alors, avec un cas qui est un peu différent du cas qui vient de vous être présenté juste précédemment par François-Xavier, puisqu'en fait, on voit ici sur la diapositive que le transfert du conditionnement initial vers les récipients métalliques qui sont adaptés à les machines s'opère en fait en vase clos, puisque l'entonnoir qui est présent sur la photo est totalement adapté au conditionnement initial. On met un point de vigilance en cas de changement de fournisseur, justement, ou en cas de changement de grade de poudre. À ce moment-là, il pourra y avoir un changement de conditionnement initial et à ce moment-là, on pourra perdre en fait le transfert en vase clos. Et la deuxième étape, donc, consistera à un transfert vers la machine, puisque les bidons métalliques seront directement positionnés sur la machine. On passe maintenant à l'opération de finition et je laisse la place à Nathalie. Bonjour. Donc je vais faire un focus sur les opérations de finition. On en a beaucoup parlé au cours de cette journée. Donc nous avons également constaté que c'était une phase extrêmement exposante de l'activité de fabrication additive, bien qu'elle puisse être différente de la fabrication en elle-même. Alors, lors de ces opérations, elles sont réalisées soit dans des locaux dédiés, soit dans la salle de fabrication. Ça va dépendre des organisations d'entreprise. Et de façon générale, dans ce que nous avons pu observer, aucun système de ventilation n'était en place lors de ces opérations de finition. Donc, lors de l'utilisation d'outils mécaniques, on a pu constater des pics à plusieurs millions de particules. Donc c'était lors du retrait des plateaux, lors de la suppression des supports et la finition par ébavurage des pièces. Si on avait à comparer avec le bruit de fond, on a un bruit de fond, comme l'a dit François-Xavier, entre 3000 et 6000 particules. Donc là, on voit cette activité, il fallait absolument trouver des solutions pour réduire l'exposition des salariés. Ce qu'on a essayé de mesurer également lors de cette activité, c'est la contamination au niveau des mains des opérateurs. La différence entre le début et la fin de l'activité, on peut avoir les taux de pollution des mains pouvaient être multipliés par 50 ou 100 en fonction du polluant. Et là, on était en présence de nickel et de chrome. Donc vous connaissez tous la toxicité de ces produits. Ce qui peut aussi interroger, c'est que ce sont des polluants qui sont des polluants légers, donc qui restent en suspension dans l'air, qui ne vont pas se déposer rapidement, qui peuvent rester plusieurs heures en suspension dans l'air. Donc il arrive qu'on pénètre à nouveau, que des opérateurs pénètrent à nouveau dans la salle une fois l'activité terminée, mais lorsqu'ils repénètrent dans la salle, ils ne sont plus équipés. Donc là aussi, vigilance par rapport à ces sources de contamination.
Alors, quelques systèmes tout de même de prévention. Donc, chez les prothésistes dentaires, puisqu'on va quand même vous parler des prothésistes dentaires, il n'y a pas que l'aéronautique qui fait des choses. Donc, il existe de façon culturelle, pour la finition des pièces, des chevilles, ce qu'on appelle des chevilles ventilées, ce que vous pouvez voir sur la diapositive. Là, on voit que ces chevilles ventilées vont amener quand même un plus par rapport au captage de polluants. Mais encore faut-il que la ventilation soit suffisante au poste de travail. Donc aujourd'hui, à l'origine, on avait des vitesses de 0,9 mètres par seconde. Il est préconisé 2 mètres par seconde à 5 cm de la grille d'émission. Donc là, en améliorant la ventilation, la vitesse d'air au point de captage, on a vu qu'on réduisait de façon très significative les polluants. Autre système de ventilation utilisé chez les prothésistes dentaires, ce sont des box ventilées. Là encore, la ventilation n'était pas suffisante. Il a fallu modifier l'installation pour que le captage soit suffisamment efficace, pour qu'on ait environ 1 mètre par seconde aux ouvertures. Et là, chez les prothésistes dentaires, l'habitude veut que ce système de boîte, de box aspirant soit relié à un aspirateur type aspirateur de chantier. Et les débits ne sont pas suffisants et ne sont pas suffisamment performants pour un captage efficace. Autre système mis en place par une entreprise, une fois que nous avions fait le constat de l'émission de particules lors de ces opérations de finition, un système de bras articulé, un cône avec un bras articulé qui permet d'orienter et de modifier l'orientation de la ventilation en fonction du lieu d'émission des poussières et de la trajectoire d'émission des poussières. Cet exemple et les mesures qui ont été réalisées sur de petites pièces qui étaient fixées sur un étau et avec un positionnement possible de la ventilation au plus proche, entre 5 et 10 cm au maximum. Là, ce n'est peut-être pas reproductible dans toutes les situations. Quand on a des pièces énormes, ce n'est peut-être pas le système de captage qu'il faut, mais on peut voir que ce soit sur des particules microniques ou ultra fines ou nanométriques, la réduction de l'émission des particules avec ce système de ventilation. Bon, mais bien entendu, en termes de finition, on va avoir des boîtes à gants, les boîtes à gants de sablage. C'est l'idéal, une boîte à gants. On travaille en vase clos, mais attention, soyez vigilants aux fuites et à l'étanchéité de vos instruments et de vos équipements de travail, parce que ça peut arriver. Également, prévoir un rejet à l'extérieur de ce système de ventilation, parce que très souvent, il fonctionne en recyclage et ça peut conduire à une remise en suspension de particules dans le local, ce qui est fort dommage. Enfin, j'aimerais parler d'une autre solution, enfin d'une autre piste de réduction, pas de suppression, mais de réduction de l'émission de particules lors des opérations de finition. C'est travailler sur l'optimisation des supports. Alors bien entendu, l'intérêt de tout fabricant, ça va être de pièces, ça va être de réduire la quantité de matière utilisée pour réduire les coûts de fabrication. Mais ça peut avoir aussi un impact sur les opérations à réaliser lors de la finition. Donc chez le prothésiste dentaire, François-Xavier, vous avez présenté le plateau avec les dents dessus et des supports qui étaient très denses, qui étaient poreux, enfin qui avaient des interstices et qui libéraient énormément de particules, qui nécessitaient l'utilisation d'une meuleuse pour retirer les supports du plateau. Donc les prothésistes ont changé de machine et ils ont pu travailler sur leurs supports. Ils ont créé des supports plus fins, pleins. Donc on n'avait plus d'interstices et plus de points où on pouvait emprisonner la poudre. Donc in fine, ils arrivaient à retirer du plateau leurs pièces uniquement par burinage. Et là, ils pouvaient le faire dans leur box ventilée. Ils retiraient les supports des dents à la pince. Et là, à la pince, on n'a mesuré aucune émission de particules. Et ensuite, la finition les bavurages et la finition de la dent étaient réalisées sur la cheville ventilée. Donc là, je pense que sur ce support, on a eu un gain en termes d'émissions de particules.
Donc là, j'en ai fini avec la finition, avec les opérations de post-traitement. Quelques points de vigilance avec, bien entendu, des émissions qui sont bien moindres que celles constatées lors de la finition. C'est la matière des gants que l'on utilise dans les boîtes à gants. Certains gants sont doublés textiles et d'autres ne sont pas doublés. Et dans les doublés textiles, on constate qu'ils sont beaucoup moins facilement nettoyables que les autres. Alors, ils sont peut-être un peu plus confortables, mais beaucoup moins nettoyables, alors que des gants non doublés, une lingette humide va permettre de les nettoyer très facilement. Et enfin, les aspirateurs, parce qu'on parle toujours, il faut aspirer, il faut tout aspirer, on va aspirer les particules. Mais que fait-on ensuite pour le nettoyage de l'aspirateur? Alors, dans les activités où on a des poudres peu réactives, il existe encore des aspirateurs par voie sèche, des aspirateurs à sac. Mais lorsqu'on va venir retirer le sac, on a une source de pollution qui est non négligeable au niveau cutané. Bon, alors on peut se mettre des protections individuelles, certes, mais au niveau de remise en suspension de polluants, quand bien même le fournisseur vous dirait on a des sacs, on vous fournit des sacs de sécurité. Vous voyez sur la diapo, le sursac noir permet d'envelopper la poche papier. Voilà. Donc là, attention, pour nous, c'est un point de vigilance et on ne les voit pas beaucoup quand on observe ces activités-là. C'est les activités de nettoyage, ce n'est pas les activités nobles de la production. Et attention quand même. Parce qu'il se peut que parfois on m'a répondu, bon, on va le faire dehors, on va le faire... Voilà. Donc je te repasse la parole. Merci. Pour terminer. Pour terminer. Donc le dernier point de vigilance va concerner les bureaux et la fabrication des pièces postérieurement à leur fabrication. Donc là, nous avons réalisé des prélèvements surfaciques sur 3 bureaux différents dans une même entreprise. Les 2 premiers bureaux en fait, se trouvent dans un local purement administratif. Le premier bureau, qui sera notre bureau de référence, est un bureau sur lequel la personne n'effectue que des tâches administratives, donc on ne trouve pas de pièces issues de la fabrication additive qui va séjourner sur ces bureaux. Et le deuxième bureau, quant à lui, est occupé par une personne d'un service qualité sur lequel des pièces peuvent potentiellement séjourner dessus régulièrement. Et donc déjà, on remarque que par rapport au deuxième bureau, on a une augmentation de l'ordre de 1,8 fois. La concentration est multipliée de l'ordre de 1,8 par rapport au bureau référence. Et si on considère un troisième bureau, un bureau qui est placé en production dans une zone de fabrication additive, là, on voit que les concentrations en métaux sont multipliées entre 3 et 6. D'où la vigilance sur la manipulation des pièces postérieurement à la fabrication. Pour conclure, alors, comme vous avez pu le constater, les préconisations générales en termes de prévention des risques chimiques s'appliquent à la fabrication métallique, à la fabrication additive métallique, à savoir que on va tout d'abord préconiser un travail en vase clos pour éviter le contact direct avec les poudres. On va ensuite préconiser l'utilisation des protections collectives en veillant à ce que l'installation soit vérifiée et performante dès son installation et qu'elle soit contrôlée et maintenue en état de fonctionnement tout au long de sa vie. On va aussi veiller à la information des opérateurs qui sont exposés aux poudres métalliques. Concernant les équipements de protection individuelle, on sera vigilant sur leur choix qui sera adapté notamment au niveau d'exposition, mais également au type d'opération à réaliser. On veillera aussi à une bonne gestion de ces EPI et à la formation des opérateurs au port de ces EPI. On n'oubliera pas la part importante de l'hygiène, notamment en ce qui concerne les vêtements de travail et le nettoyage des mains après le poste de travail.
On ne négligera pas non plus les autres risques qui sont présents lors de la fabrication additive métallique, mais ils ont été abordés lors des présentations précédentes. Et pour terminer, donc, un certain nombre d'activités annexes, qu'elles soient réalisées en interne ou en externe, n'ont pas été investiguées dans notre étude, mais elles peuvent s'avérer à forte exposition, et on pense notamment aux opérations de maintenance et de nettoyage. Merci pour votre attention. Merci.